Cette affaire est tout à fait claire. C'est pourquoi, votre honneur, je demanderai à la Cour de rejeter le pourvoi en appel. Maître Egan, avez-vous quelque chose à ajouter? Non, votre honneur. Bien, messieurs. Nous prendrons cela en considération. Lieutenant-colonel Kevin Parks, diplômé de l'Académie militaire de l'armée de l'air des États-Unis. Plusieurs décorations, dont 2 avec palme. Revenons, si vous a reçu la bien, médaille. à cette fameuse et terrible nuit de février. Seule chez elle, après une dure journée de travail, Amy Beth Sawyer, une jeune, intelligente et jolie femme, sort à peine de sa douche. Avant d'aller se coucher, elle s'est préparée une tasse de café. Tout à coup, elle croit entendre un bruit derrière la porte. Quelqu'un? Qui est là, s'inquiète-t-elle. Amy s'avance vers la porte, tout doucement, tendue. Elle écoute. Qui est là? Questionne-t-elle à nouveau. Pas de réponse. Elle a peur, mais malgré tout, elle veut en avoir le cœur net. Quand soudain, la porte s'ouvre, et avant qu'elle puisse se protéger, son agresseur la frappe, brutalement, encore et encore, jusqu'à ce que, finalement, Amy Beth Sawyer s'écroule à ses pieds, morte. L'assassin, un être cruel, sans cœur, abject, a ôté la vie à une magnifique jeune fille. Mesdames et messieurs, des preuves formelles montrent clairement que cet assassin n'est autre que l'accusé, le lieutenant-colonel Kevin Parks. Vous avez appris comment la police a arrêté le lieutenant-colonel Parks sur les lieux mêmes du crime. Et comment les empreintes relevées sur l'arme du crime ont été identifiées comme appartenant au lieutenant-colonel Kevin Parks. Vous avez entendu le témoignage du patron de Mademoiselle Sawyer, James Sloan, qui fut involontairement le témoin de leur liaison clandestine. Vous avez entendu le témoignage de son épouse, Madame Alicia Sloan, qui nous a parlé des nombreux coups de fil qu'il a passés à Amy Beth à son bureau. Vous avez entendu le témoignage de l'ancien petit ami de Mademoiselle Sawyer, Daryl Hurley, qui, lors d'une visite impromptue et tardive, a surpris le lieutenant-colonel Parks chez Amy Beth. Vous avez également entendu le témoignage d'un des propres élèves du lieutenant-colonel Parks, le lieutenant Wilkins, qui a présenté Parks à Amy Beth. Tous ces faits nous conduisent à une seule et indéniable conclusion. Parce que Amy Beth Sawyer souhaitait mettre un terme à leur triste liaison, parce que Amy Beth Sawyer a menacé de révéler cette liaison à la femme de Parks. Le lieutenant-colonel Kevin Parks s'est introduit une nuit chez Amy Beth Sawyer, l'a poignardée sauvagement et l'a tuée. Nous déclarons l'accusé, le lieutenant-colonel Kevin Parks, coupable de meurtre au premier degré sur la personne d'Amy Beth Sawyer.
rejeté. 18 mois plus tard. Hé, Parks, voilà ce que ta femme t'envoie pour l'audience de demain. Le fourgon part à 6 heures. Merci, Scotty. Bonne chance, colonel. J'espère que ce nouveau témoin vous sortira de là. Monsieur Mason, je suis très surpris de vous voir ici. Pour autant que je me souvienne, au moment du procès, vous étiez pour la condamnation et avez rejeté l'appel. Vous devez vous souvenir également que j'étais quelque peu réservé quant à cette affaire, et je le suis toujours. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'à l'issue de cette nouvelle audience, nous aurons définitivement mené cette affaire à son terme. Ah, bonjour, maître. Bonjour. Avec ce nouveau témoin, Maître Egan pourrait avoir gain de cause. Ne soyez pas trop positif, monsieur Mason. Vous risqueriez d'être déçu. Je ne suis jamais trop positif, monsieur Reston. Monsieur McCarren, le témoin en question. Monsieur McCarren. Voici Perry Mason. Monsieur Mason. Bonjour, monsieur. Bella Street. Bonjour, monsieur. Et voici la femme du colonel. Mademoiselle Street, Shannon Madame Parks. Parks. Je suis ravi de vous connaître, madame. Merci. Je ne comprends pas votre attitude, monsieur Mason. N'êtes-vous pas le juge qui avait rejeté le pourvoi en appel de mon mari? Le rôle de la Cour se borne à faire appliquer la loi. Je représente la loi. Mais je n'ai jamais dit être d'accord avec le verdict du jury. Monsieur Mason a eu la gentillesse de venir nous apporter ses précieux conseils pour la révision du procès. Ce, une fois que monsieur McCarren, ici présent, aura témoigné. Enfin, je crois que nous devons y aller maintenant. Monsieur Mason, puis-je vous parler une minute? Oui. Monsieur Mason, j'aurais besoin d'un conseil à propos de mon témoignage. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de dire la vérité. J'aimerais que ce soit aussi simple. Mais ça l'est. Ça l'est. Monsieur McCarren, Oui, c'est moi. on a laissé ça pour vous. Merci. Si vous voulez revoir votre femme, vous avez intérêt à voter. Monsieur McCarren? Un problème? Non. Le médecin légiste a déclaré que la mort de la victime a eu lieu entre 19h et 22h. Ensuite, il a été établi que le défendeur avait quitté son bureau peu après 20h et a été vu au volant de sa voiture sur Old Woods Road, la route qui conduit chez Amy Sawyer, à environ 1 kilomètre de la ville. Il s'est arrêté pour aider un motocycliste qui n'arrivait plus à repartir. Ce motocycliste était Lester McCarren. Et M. McCarren a certifié que le défendeur a effectué les réparations en sa compagnie. Réparations qui les ont conduits bien après 22 heures. La Cour espère que ce nouveau témoignage sera en mesure d'éclairer cette affaire. Appelez votre témoin, Maître Egan. Monsieur McCarren. Levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Oui, bien sûr, je le jure. Monsieur McCarren, voudriez-vous dire à la Cour où vous étiez le soir où Amy Beth Sawyer a été tuée? Oui, c'est assez difficile à dire. Difficile. Étiez-vous ou n'étiez-vous pas sur Old Woods Road le soir où le crime a été commis? C'est possible, oui, mais je n'en suis pas sûr. Comment cela? Ça fait plus d'1 an. Comment est-ce que je pourrais m'en souvenir?
Je ne savais même pas qu'un meurtre avait eu lieu. Marc, qu'est-ce qu'il raconte? Je croyais que tu avais eu une petite conversation avec lui. Monsieur Parks, s'il vous plaît. Monsieur McCarren, puis-je vous rappeler que vous avez prêté serment? Je vais donc vous reposer la question. Étiez-vous avec le colonel Parks sur Old Woods Road avant et après 22 heures dans la soirée du 17 février? Je vous l'ai déjà dit, je ne m'en souviens pas. Je regrette, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. Vous êtes une ordure. Monsieur Parks, asseyez-vous. Vous savez bien qu'on était ensemble. Dites-leur, nom de Dieu, qu'est-ce Monsieur que vous Parks, attendez? asseyez-vous ou je vous Dites-leur la sanctionne pour vérité, outrage à dites-leur Kevin, que je t'en ensemble prie. ce soir-là, vous savez bien que je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas Ça tué. suffit. Messieurs, veuillez emmener le défendeur. Monsieur McCarren, vous pouvez disposer. L'audience reprendra dans 1 heure. Maître Egan, je vous attends dans mon cabinet. Monsieur McCarren, attendez. Écoutez, je suis désolé, mais il faut que je téléphone. Je ne comprends pas. Il était prêt, il était décidé à témoigner. Il a l'air d'être mort de peur. Quelque chose a dû le faire changer d'avis. Quelque chose ou quelqu'un. Avant l'audience, on lui a remis une enveloppe. Il m'a semblé apercevoir une chaîne en or. Marc, on ne peut pas le laisser partir comme ça. Il est notre seul espoir. C'est vrai. C'est notre seul espoir. Parks s'est évadé. Comment a-t-il fait? Allons voir ça. Descendons. C'est un scoop. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Quoi de neuf? Eh bien, McCarren veut bien nous voir ce soir, mais il partira très tôt demain matin. Que voulez-vous lui demander? Je soupçonne fortement cette chaînette qu'il a reçue juste avant l'audience d'être la grande responsable de son brusque revirement. Je voudrais parler de ça avec lui. Oui. Le shérif laisse entendre que McCarren et l'audience n'étaient qu'un prétexte pour que Kevin puisse tenter de s'évader. Voyons, monsieur McCarren, vous avez fait tout ce chemin dans le but de témoigner. Écoutez, je vous l'ai déjà dit. J'ai reçu des menaces au téléphone après avoir accepté de me présenter comme témoin. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé? Pour moi, ça ne portait pas à conséquence. Pas à conséquence, vous dites? Je n'ai rien contre le fait d'aider le colonel Parks, mais je ne tiens pas à mettre ma femme en danger pour le sauver, lui. Votre femme? Pourquoi pensez-vous qu'elle soit en danger? Le reste, la chaînette et la lettre que vous avez reçue qui vous font penser ça. Comment pouvez-vous être au courant? Je n'en ai jamais parlé à personne. Cette chaîne appartient à votre femme, n'est-ce pas? Très bien. Que disait cette lettre, monsieur McCarren? Elle disait clairement que je ne devais pas témoigner. C'était très explicite. Par ailleurs, Parks s'est évadé. Ça prouve qu'il est coupable. Avez-vous pu joindre votre femme? Non, elle n'était pas là.
Écoutez, nous pourrions vous protéger, vous et votre femme. Je ne veux pas de votre aide. Monsieur Lester McCarren? Oui? Votre hôtel vient d'appeler. Ils ont un message de la part de votre femme. Oh, Dieu soit loué. Où est le téléphone, s'il vous plaît? Dans le fond. Lester McCarren? Quoi? Ça vient de là-bas. C'est pas vrai. Oui, c'est urgent. Donnez-moi le bureau du shérif, s'il vous plaît, madame. Oui, vous savez, le gars qui s'est évadé du tribunal hier, celui qu'on a vu à la télé hier soir. Eh bien, je viens de le croiser à environ 5 km de la ville, sur l'ancienne route, la 109. De rien. Les mains en l'air, j'ai dit, et pas de blague, hein? D'accord, d'accord. Sur le capot. Et doucement, pas de geste brusque. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, vous vous êtes évadé, vous avez tué un témoin. Malgré ce que vous pouvez penser, Kevin est innocent. Je sais que c'est assez difficile à croire, mais j'en suis sûre. J'aimerais vous convaincre. Monsieur Mason, je représente le colonel Parks depuis le début. Et je n'ai jamais été aussi perturbé de ma vie. En fait, ce que je remets en question, c'est de savoir si je vais continuer le métier d'avocat. Je ne me sens pas le droit, vu mon état d'âme actuel, de poursuivre cette affaire jusqu'au bout. Et ce que je veux vous dire, c'est que je vous serais extrêmement reconnaissant de reprendre le dossier à ma place.
Votre réponse, Monsieur Mason? Donc je pense que celui qui a tué Amy Beth Sawyer devait empêcher McCarren de témoigner. Aucun suspect probable? Nous sommes en train de revoir tous les témoignages originels contre Parks. Nous avons besoin de renseignements sur le petit ami d'Amy Sawyer, Daryl Hurley, et sur son employeur James Sloan, et sa femme, Alicia. Et également sur le lieutenant Wilkins. Le lieutenant Parks était son instructeur. Je m'en occupe tout de suite. Et puisque les suspects potentiels étaient tous au tribunal hier, ça signifie qu'il doit y avoir un complice pour faire le travail. L'homme qui a aidé le colonel Parks à s'échapper. Je pense que forcer serait le plus adéquat. Paul, à toi de retrouver cet homme. Sergent. Cet appartement est interdit au public, Monsieur Mason. Alors, si je vous n'y voyez représente pas... le colonel Parks. Dans ce cas, faites comme chez vous. Vous vous souvenez de Monsieur Drake? Content de vous voir, Monsieur Drake. Le corps se trouvait à cet endroit et le tireur devait être là. Bien. Alors, sergent. Tout ce que nous savons, Monsieur Mason, c'est que les empreintes du colonel Parks se trouvaient sur l'arme qui a servi à tuer McCarren. Nous avons trouvé un bout de fil correspondant au tissu du costume que portait le colonel Parks au tribunal. De plus, son avocat, Maître Egan, l'a aperçu qui s'enfuyait dans la rue. Ça vous suffit? Les preuves semblent être aussi probantes que lors du meurtre d'Amy Beth Sawyer. Vous étiez aussi chargé de cette enquête, n'est-ce pas? C'est exact, Monsieur Mason. Avez-vous trouvé quelque chose d'inhabituel sur Monsieur McCarren? Comme une lettre? Il n'y avait pas de lettre, rien qui sortait de l'ordinaire, sauf ceci. Vous permettez, inspecteur? Merci, Harry. À ma femme bien-aimée, Denise, oui. Quelqu'un le lui a envoyé accompagné d'une lettre. Mark Egan a vu McCarren le réceptionner juste avant l'audience. Encore une fois, nous n'avons pas trouvé de lettre. Voilà comment je vois les choses. Le colonel Parks a suivi McCarren jusque dans ce restaurant. Il l'a tué de sang-froid parce que McCarren a refusé de témoigner. Que faites-vous des menaces proférées contre la femme de McCarren? Nous sommes au courant. Vous avez contacté l'hôtel pour savoir si en fait le message émanait bien de sa femme? Je ne vois pas ce que ça changerait de toute façon. Nous possédons toutes les preuves nécessaires indiquant que le colonel Parks a flingué McCarren. Nous allons mettre la main sur tout ce qui a trait à cette affaire, y compris sur le complice qui a aidé le colonel Parks à s'évader du tribunal. Nous pensons que le colonel Parks a été kidnappé lors de son évasion. Monsieur Mason, Monsieur Mason, Monsieur Mason, vous avez raté votre vocation. Vous feriez un bon romancier. Je persiste dans ce que je viens de dire, sergent. Aussi, je vous prierai de m'informer quand son kidnappeur sera arrêté. J'ai des questions à lui poser. Nous devons d'abord le retrouver, Monsieur Mason. Et ce que nous ferons sûrement. Oui, je vais essayer de mon côté. Au revoir, sergent. Que pouvez-vous nous dire d'autre à propos de l'homme de l'ascenseur? Rien. J'ai essayé de lui retirer son masque, mais au moment crucial, je me suis évanoui. Ouais, c'est pas brillant comme point de départ. Et quand vous vous êtes réveillé, peut-être avez-vous vu quelqu'un? Non, je n'ai vu personne. Vous étiez conscient depuis quelques minutes avant de réaliser où vous étiez. Vous n'avez rien entendu? Pas même le bruit d'un moteur? J'ai entendu une voiture partir. Ça va pas? Non, sûrement un autre cauchemar. Un cauchemar? Oui, je n'arrête pas de faire ce rêve, un homme qui me poursuit. Il finit par m'enfermer. Je sais qu'il met feu au missile et je ne peux pas l'en empêcher. Je suis absolument pétrifié. Mais le plus étrange dans ce rêve, c'est que je suis dans un F-14, mais au bruit, on dirait un T-38. Un T-38? Oh, pardon.
C'est un avion dont on se sert pour l'entraînement. J'aimerais savoir, colonel, si ces avions d'entraînement passent au-dessus de l'autoroute où on vous a trouvé. Oui, il nous arrive souvent d'aller là-bas pour voler en basse altitude. Paul, vérifie s'il y avait des avions dans cette zone. Un des pilotes a pu voir quelque chose. Je vous conseille d'aller voir le capitaine O'Malley. C'est le mieux placé pour vous renseigner. À demain. Et à votre procès, colonel, l'accusation a déclaré que vous aviez une liaison avec la victime. Vous préféreriez que je vous dise que c'est faux? Eh bien, c'est faux, croyez-moi. Je n'avais jamais vu Amy Bett jusqu'à ce que le lieutenant Wilkins me la présente dans une soirée. Je ne l'ai revue que 2 fois après ça. Vous avez dit qu'elle voulait vous parler d'un problème plutôt inabordable au téléphone. Oui, c'est vrai. Elle paraissait bouleversée. Nous nous étions donné rendez-vous après notre travail, mais elle n'a pas évoqué son problème. J'avais l'impression qu'elle cherchait à me tester, vous savez, pour voir si elle pouvait vraiment me faire confiance. Et elle vous a rappelé? Oui. Cette fois, j'ai été la voir chez elle, mais son petit ami est venu frapper à la porte, Derry Hurley. Et quand il m'a vu, il est devenu complètement fou. Et j'ai pensé qu'il valait sûrement mieux pour nous deux que je m'en aille. Pourquoi avez-vous accepté de revoir Amy Bett? C'est à cause de sa réputation, c'est ça? Si je comprends bien, Monsieur Mason, tout le monde vous a dit qu'elle avait des mœurs très libres. Je ne faisais que me baser sur l'impression générale. Monsieur Mason, je connais la rumeur. Amy Bett était une personne très bien. Le lieutenant Wilkins ne vous a pas édifié sur son compte. Je n'ai pas prêté attention à ce que Wilkins a pu me raconter. Ça n'était pas mes affaires. Et vous n'avez jamais su de quoi elle voulait vous entretenir? Non. J'avais l'impression que ça avait un rapport avec quelqu'un à son travail. D'ailleurs, elle m'avait dit qu'elle devait se montrer très prudente à ce sujet. Bien. Il va falloir découvrir à quoi elle faisait référence. Bonne nuit. Vous aussi. Bonjour, lieutenant. Bonjour. Nous voudrions savoir si le capitaine O'Malley est de service aujourd'hui. Oui, il est de service, il doit être au briefing, hangar 33. Le hangar 33 est de ce côté. Je vous accompagne si vous voulez. J'aimerais d'abord parler au lieutenant. Je peux? Bien sûr, je vous laisse. Merci. Je vous en prie. Paul Drake. Lieutenant Peter Graham. Content de vous connaître. Moi, vous vous entraîniez? Ouais, y a pas de quoi fouetter un chat, c'est des vieux coucous, vous savez. Est-ce que vous survolez l'ensemble du territoire? Bien sûr. Je peux vous poser une question? Êtes-vous passé au-dessus de la zone 408 hier matin? Ah, en effet, j'y suis bien passé, pourquoi? Eh bien, est-ce que vous n'auriez pas remarqué quelque chose sur l'autoroute, celle au nord qui conduit à la montagne? Nous traversons cette zone à la vitesse de 450 nœuds. Seule la caméra pourrait vous dire ça. À la caméra, vous faites des films? Pour s'exercer au tir, il faut des cibles. On n'est pas autorisé à tirer pour de bon. Alors on remplace par ça. Aucune chance que je vois l'enregistrement fait hier matin? Ah, ça je ne sais pas. Il faut voir le capitaine O'Malley, hangar 33. Très bien. Merci infiniment, lieutenant. De rien. Un de ces jours. Alors, quand j'ai su qu'il existait un enregistrement vidéo, j'ai pensé que je pourrais peut-être le voir. Nous pourrons vous le passer d'ici 10 minutes. Nous sommes à votre disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, vous n'aurez qu'à me demander. Vous êtes très aimable. Le colonel Parks est plus qu'un officier et un gentleman, c'est mon ami. Se faire respecter quand on est une femme dans l'armée, ce n'est pas une mince affaire, monsieur Drake. Le colonel Parks m'a beaucoup aidé par ses conseils. Vous ne le croyez pas coupable? Oh, si on considère l'homme, non. Une liaison cachée et un meurtre.
Non, pas Parks. Il en est incapable. Au moins, une chose est sûre. Laquelle? Il sait reconnaître un bon officier. Voilà le nouvel emploi du temps. Merci, lieutenant Wilkins. Lieutenant Wilkins, ce n'est pas lui qui a témoigné au procès? C'est lui. Je reviens tout de suite. Lieutenant Wilkins? Que me voulez-vous? Seulement vous parler. Qui êtes-vous? Paul Drake. Je travaille pour l'avocat du lieutenant-colonel Parks. Écoutez, j'aimerais beaucoup aider Parks, mais je n'ai vraiment rien à dire. Dites, pourquoi vous marchez si vite? C'est l'habitude des défilés? J'ai un rendez-vous en ville. Écoutez, lieutenant, vous savez, j'ai lu votre témoignage au procès et... Je n'ai rien à ajouter. Dites-moi, connaissiez-vous intimement Amy Bett ou n'était-ce qu'une simple relation? Je vous ai déjà dit que j'étais pressé. Ah, moi j'ai toute la journée. J'ai un rendez-vous chez le médecin. Un de ces jours, d'accord? Bonjour, je peux vous aider? Oui, j'ai rendez-vous avec Monsieur Sloan. Je m'appelle Mason. Enchanté, Monsieur Mason. Je suis Ellis Milburn, son beau-frère. Mason, vous êtes l'avocat de Parks, c'est ça? C'est ça, oui. Comme vous le voyez, il a presque fini sa démonstration. Il sera bientôt à vous. Bonne journée. L'architecte y a aménagé de nombreux espaces verts. D'autre part, nous avons prévu d'y inclure non seulement un centre commercial, mais un club de tennis, des restaurants et puis des cinémas. Ce centre sera le plus grand et le plus beau complexe multifonction de cette ville. Monsieur Mason. Ah ouais. Maintenant, Ellis Milburn va vous faire part des conditions de leasing. S'il y en a parmi vous qui désirent d'autres informations sur le centre, Milburn, questionnez-le. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Je suis à votre entière disposition si toutefois il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. D'ailleurs, je vais remettre une brochure à chacun. Ça semble être un projet des plus ambitieux, Monsieur Sloan. Il est fondamental. Fondamental. Vous désirez, Monsieur Mason? Parce qu'on m'a dit Amy Bett Sawyer vous secondait en tant qu'assistante de direction. Oui, elle était un des piliers de la société. Elle me manque beaucoup. C'est pour ça que vous lui avez offert l'appartement où elle habitait lorsqu'elle a été tuée? Oh, ce n'est pas tout à fait ce que vous semblez imaginer. Son ancien loyer avait grimpé en flèche, alors je l'ai aidé. Nous gardons ce studio pour les clients de passage. C'était seulement un arrangement provisoire. Dois-je entendre que Madame Sloan était d'accord? Elle était d'accord. Combien de temps elle a vécu là-bas? 5, peut-être 6 mois. Après tout ce temps, je ne pouvais pas l'acheter dehors. Par ailleurs, son ex-petit ami, Daryl Hurley, commençait à venir la relancer. Il a fait des tas de bêtises pour l'en convaincre. Vous sembliez réellement porter un grand intérêt au bien-être d'Amy Bett. Cela vous dérange, Monsieur Mason? Bien sûr, vous aviez la clé de son studio. Naturellement, nous en sommes propriétaires. Pourquoi cette question? Il n'y avait aucune trace d'effraction. Celui qui a tué Amy Bett avait soit ses entrées, soit une clé. Amy Bett a été assassinée et Parks a été condamné. Qu'est-ce que vous cherchez, Mason? À établir la vérité. Où étiez-vous le soir où on l'a tué, Monsieur Sloan? Oh. Je comprends. Je suis resté au bureau à faire de la comptabilité. Tout seul? Oui, tout seul. Mais ce brave héros de la guerre l'a tué. Tout le monde ici sait ça. Tout le monde sauf moi. Au revoir, Monsieur Mason. Là, nous allons survoler la route, Monsieur Drake. Appelez-moi Paul. Alors, dans ce cas, appelez-moi Terry. Si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ça? Là-bas. Je reviens en arrière, je fais un arrêt image. Nom d'un petit bonhomme. Ça m'a l'air d'être ça. Seulement, l'ennui, c'est qu'on ne distingue pas grand-chose. Vous voulez retrouver cette voiture? En fait, j'aimerais mieux retrouver le type qui la conduisait. J'ai quelques jours de congé cette semaine. Je pourrais vous aider si vous voulez.
Je vous remercie, Terry, mais sans plaque minéralogique, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais pourquoi ne pas s'y prendre comme l'a fait le pilote? Comment ça? Voler sur un T-38? Oh, je n'ai jamais dit ça. Hey, du calme, j'ai 500 heures de vol sur cet hélicoptère. C'est génial. Moi, j'ai à peine 10 ou 11 minutes. Est-ce que vous voyez la montagne, là, sur votre droite? Oui, pourquoi? Oh! Ah, oh! Oh! Oh. Ah, c'était rigolo. J'aurais pas dû déjeuner. Non, je suis désolée. Faudra regarder devant vous si vous voulez retrouver cette voiture. Une petite minute. C'est quoi ça, vous voyez? Non, qu'est-ce qu'il y avait? Un truc entre les arbres. On peut y retourner? À vos ordres? Et où c'était exactement? Par là. Là, tenez. Vous le voyez maintenant? Oui. Bon travail, Paul, on la tient. Je vais essayer de me poser. Oui, allez-y. Essayez. Ça y est. Formidable. On dirait que l'endroit est désert. Il n'y a que la voiture. Regardez si on peut monter dedans. C'est fermé. On va la forcer, mais je risque de me faire taper sur les doigts. À votre avis, qu'est-ce qu'elle fait là, toute seule? Je sais pas. Il a dû la cacher. Et il est parti à pied. Regardez, il y a d'autres traces de pneus par là. C'est dur de gagner sa vie. Tout le monde ne peut pas être pilote. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Notre ami habite à l'hôtel. Regardez, on dirait une carte de visite. Vous arrivez à lire son nom? Daryl Hurley. Daryl Hurley? Qui est-ce? L'homme de tous les dangers. Venez, faut aller voir Perry. Attention, attention! Rien de cassé? Non, ça va. Mais dépêchez-vous! Mais je fais ce que je peux. Mais il nous tire dessus! Je perds de l'altitude, faut que je redresse.
ça y est, je crois que c'est fini. Non, non, redonne une petite giclée là-bas par mesure de sécurité. Ah ouais, il a raison. S'il reste un seul foyer, ça risque de foutre. Paul, est-ce que ça va? Oui, ça va, mais sans la présence d'esprit du capitaine, on aurait fini en hamburger. Vous êtes Perry Mason? Je suis Terry O'Malley. Ah, capitaine, on dirait que vous lui avez sauvé la vie. Oui, en fait, je n'ai fait que mon devoir, monsieur Mason. On a retrouvé la voiture. Je peux également vous faire le portrait du type qui nous a tiré dessus. Un grand barbu, le genre baraqué. Il avait plutôt l'allure d'un chasseur. Drake, on a reçu un rapport au sujet de la voiture que vous nous avez signalé, un véhicule volé. Je m'en doutais. Nous avons toujours l'enregistrement. Quel enregistrement? Une cassette vidéo filmée par un de leurs pilotes montrait qu'il y avait une seconde voiture dans la zone, là où vous avez retrouvé Parks. Capitaine, c'est de la dissimulation de preuves. Je veux voir cette cassette sur mon bureau et dès cet après-midi. Oui, sergent? Vous n'avez rien d'autre à me dire à ce sujet? Il y avait une carte de visite sur le tableau de bord au nom de Daryl Hurley. Daryl Hurley. Aucune objection à ce que je sois présent lorsque vous l'interrogerez, sergent? Car vous l'interrogerez, n'est-ce pas? Est-ce que vous désirez que je fasse mettre un véhicule à votre disposition, monsieur Mason? Oh, merci. Mais ça ne sera pas nécessaire. Non, je ne possède pas un break vert kaki. Et je ne connais personne qui en ait un. De quoi s'agit-il? De l'homme qui a fait évader le colonel Parks du tribunal l'autre jour et qui a tenté de tuer mon assistant. Monsieur Hurley, voici Perry Mason. Maître Mason assure la défense du colonel Parks. C'est bon, j'ai été assis dans le tribunal quand Parks a mis les bouts. Et demandé à mes hommes, je suis resté ici jusqu'à 7 heures du matin. Et il y avait une carte de visite posée sur le tableau de bord de la voiture à votre nom. Qu'est-ce que vous en dites? Il vous faudra plus que ça pour m'avoir. Il y a une boîte pleine de cartes de visite à mon nom dans cette maison. Les gens n'ont qu'à se servir. Merci, monsieur Hurley. Bonne journée, monsieur Mason. Vous direz que les affaires marchent bien, monsieur? J'ai pas mal de contrats en cours. Je me porte comme un charme, merci. On ne peut pas en dire autant pour Amy Bett. Ça a dû vous causer un sacré choc lorsque, sans prévenir, elle a décidé de rompre. Amy Bett, je venais juste de la rencontrer. On était heureux tous les deux. Elle avait juste besoin d'un peu de temps pour le constater. Fréquenter ces fous volants de la base. Voilà ce qui l'a tué. Vous faites sans doute allusion au colonel Parks. Je savais qu'elle voyait un type de la base, mais c'est tout. Quand je suis allé la voir chez elle ce soir-là, je l'ai trouvée avec Parks. Et vous avez témoigné. Comment saviez-vous qu'ils sortaient ensemble? Je n'ai pas besoin de mettre mon doigt dans le potage pour voir s'il est assez chaud. Il était là, c'était amplement suffisant pour moi. C'est pour cette raison que vous êtes mis en colère. À tel point que le colonel a décidé de partir avant que vous vous battiez. Et qu'est-ce que ça change maintenant? Amy Bett est morte. J'estime que Parks aurait tout aussi bien pu y passer aussi parce qu'à cause de lui, vous n'arrêtez pas d'embêter tout le monde. Pas tout le monde, monsieur Hurley. Pas tout le monde. Oui, non, c'est ça, merci. J'ai eu le laboratoire, ils vont nous faire une copie de cet enregistrement. Et vous, pas de nouvelles? Si, il s'est inscrit à l'hôtel sous le nom de Frank Johnson. Et ils m'ont donné une bonne description du bonhomme. Super, on n'a plus qu'à appeler le sergent Redon, alors. Non, en temps voulu. Rien ne presse pour l'instant. Pourquoi ne pas aller lui rendre une petite visite? Je ne vois sa voiture nulle part? Oui, ça vaut mieux, non? C'est sûrement la femme de chambre. Venez. Est-ce que vous avez fini votre ménage? Oui, je m'en vais. Il vaudrait mieux se dépêcher, Terry. Fouillez la salle de bain, je me charge de la chambre.
Rien dans la salle de bain, à part cette brosse. Et vu le peu de cheveux, il est sûrement chauve. Le réceptionniste a dit qu'il avait le caractère d'un ours des montagnes. Pourquoi a-t-il eu besoin de découdre les boutons de cette chemise? Ça, c'est mystérieux. S'il vit dans les collines, pourquoi chercher ici? Et pourquoi louer un kayak? Juste pour se balader? Et pourquoi 2 voitures? Non, ça n'a vraiment aucun sens. Oui, en tout cas, on ferait mieux de s'en aller avant qu'il ne revienne. Bonjour, Monsieur Milburn. Oh, Monsieur Mason, que puis-je pour vous? Que nous vaut le plaisir de votre visite? J'avais espéré voir Madame Sloane. Ah, ma sœur? Ah, bien sûr. Alicia? Alicia? Voici Monsieur Mason, l'avocat de Parks. Bonjour, Madame. Ah, Monsieur Mason. Je fermerai, Alice. Nous finirons ça demain matin. Très bien. À très bientôt, Monsieur Mason. Mon mari m'a parlé de votre entrevue. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous ressortez cette vieille histoire. Nous avons tous déjà beaucoup souffert. C'est la vie d'un homme qui est en jeu, Madame. Je sais. J'écoute. Amy Beth Sawyer travaillait ici. Vous-même, la trouviez-vous efficace? Non. Mais mon mari, oui. Amy Beth avait le chic avec les hommes qu'on m'en a sûrement dû déjà vous le dire. Mais je restais seule au bureau avec elle, jour après jour. Et ça fait votre idée de la prendre dans votre compagnie immobilière? Celle de mon mari. James n'en faisait jamais assez pour cette petite garce. Vous n'avez pas mis le haut là? Bien sûr que oui. Jusqu'à ce que je réalise que ça n'en valait pas la peine. Je se fichais bien de James. Il y avait le colonel. Et elle était constamment en train d'appeler l'aéroport. Vous en êtes certaine? Monsieur Mason, si c'est un mobile que vous cherchez, si vous pensez que j'étais assez jalouse d'elle pour la tuer, oubliez ça. La fortune que nous possédons est à moi. Et à moi seule. James sait qu'il perdra tout s'il fait un faux pas. Et le soir où elle fut tuée, où étiez-vous? Chez moi, en train de dîner avec mon mari. Il vous le confirmera. Je ne crois pas. Il m'a déjà dit qu'il faisait les comptes à son bureau, tout seul. Au revoir, madame. Je n'ai encore absolument rien dégoté sur le dénommé Johnson. Tout ce qui le concerne est bidon, y compris son nom. Un homme des bois, taciturne, qui perd ses cheveux. C'est tout ce que j'ai pu récolter. Et aussi l'étiquette du pressing sur sa chemise. Attends une seconde, ne quitte pas. Il n'y en a plus pour très longtemps. As-tu appelé Rodden pour le mettre au courant? Je lui ai laissé un message, il était sorti. Quoi d'autre? Juste une conversation à sens unique avec le lieutenant Wilkins. Il avait soi-disant un rendez-vous avec son toubib. Il a refusé de me parler. Je dois retourner le taquiner? Non. On reprend l'enquête sur ce cher Monsieur Johnson. Della, qu'est-ce que tu as trouvé sur les Sloane et sur l'ami Milburn? James Sloane n'était qu'un minable entrepreneur travaillant sous les ordres du père d'Alicia quand il l'a épousée. Il semble qu'il ne soit pas doué pour les transactions financières. Il a été obligé de vendre presque tous les terrains qu'elle possédait, sauf 300 acres au sud de la base aérienne. Mais le centre Milburn se trouve au nord de la ville. Ah, je sais, mais d'après ce que j'ai appris, James Sloane a conclu un marché avec le gouvernement
Pour les 50 acres du terrain. Tâche de mieux t'enseigner. Ensuite, appelle la base et arrange un rendez-vous avec le commandant. Je serai là demain matin. Tu peux me dire vers quelle heure? Je n'en sais rien. Monsieur Mason. Merci de me recevoir, Général. Je sais que vous êtes très occupé. Ah non, c'est un plaisir. Et je me sens responsable de ce qui est arrivé au colonel Parks. Parce que vous avez demandé son transfert ici pour qu'il puisse instruire vos jeunes pilotes. Oui, c'est un excellent pilote et de plus, c'est également un officier d'une grande intégrité. Et vous ne croyez pas qu'il ait pu assassiner Mademoiselle Sawyer et Monsieur McCarren? Impossible, je ne crois pas. Non, que puis-je pour vous, Monsieur Mason? J'aimerais que vous me parliez du marché conclu entre l'armée et James Sloan. Il n'est pas ce qu'on peut appeler officiel. Nous avions besoin d'un terrain pour nos bâtiments. Et quand Sloan nous a suggéré leur vieille manufacture, ça nous a semblé une bonne solution. Sloan nous a offert de nous donner son terrain si nous lui vendions les nôtres. Ça ne vous a pas semblé assez étrange? Oh non, pas pour ce qu'il voulait en faire. La vieille manufacture est située en plein dans notre zone de manœuvre. Aucun développement commercial ne peut être entrepris de là. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le colonel Parks? Nous poursuivons de nombreux lièvres à la fois. J'aimerais parler au lieutenant Wilkins pendant que j'y suis. Il n'y a pas d'objection. Wilkins? Non, je n'ai aucune objection. Bien. En ce qui concerne les soins médicaux, est-ce que vous êtes bien équipé à la base? Notre hôpital est le meilleur. Donc, par conséquent, il n'y a pas de réseau a priori pour qu'un de vos pilotes aille consulter un médecin en ville? Je n'en vois aucune. C'est également ce que je me suis dit. Ça vient bien de chez nous. Mais retrouver le client rien qu'avec ça, vous me demandez la lune, monsieur. Vous êtes sûr? Cheveux longs, une grosse barbe, il passe pas inaperçu. Il n'y a personne d'autre ici, il n'y a que moi. Et je travaille là depuis bientôt 5 ans. Et j'ai jamais vu un client qui ressemble à ça. Désolé. Ranger 2, préparez-vous à intercepter l'avion ennemi. Position 255 degrés. Altitude 2600 pieds. À vous de faire votre rapport, Ranger 2. Bien reçu. Contrôle des instruments correct. Bonne température, je suis prêt à décoller. Bien reçu, Ranger 2, paré à... Sortez le grand jeu, Ranger 2, vous avez des spectateurs. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est là? Vous êtes à la tour de contrôle, monsieur Mason. Et le lieutenant Wilkins est en train de simuler un vol. Petersen et un type qui s'appelle Mason. Mason? Prêt au décollage? C'est parti. Prenez de l'altitude, vos réacteurs fument. Je répète, vos réacteurs fument. Qu'est-ce qu'il y a, Ranger 2? Vous avez des ennuis? Reprenez de l'altitude, Ranger 2. Votre appareil a pris feu, reprenez-vous. Votre appareil a pris feu, je répète, votre appareil a pris feu. Maintenant, bon Dieu de merde, maintenant! Allons, Wilkins, parlez-moi. Ranger 2, que se passe-t-il? Répondez-moi. Votre appareil est en flammes. Je répète, votre appareil est en flammes. Allez, allez! Qu'est-ce qu'il fabrique? Je ne sais pas, capitaine. Allez, Wilkins, sort de là. Éjectez-vous, Ranger 2, je répète, éjectez-vous.
Wilkins. Lieutenant Wilkins, je m'appelle Mason. Je représente le colonel Parks. Monsieur? Est-ce que vous allez bien? Vous semblez avoir été passablement secoué là-dedans. Non, ça va. C'était seulement un simple exercice de routine, monsieur. Vous pourriez peut-être alors répondre à quelques questions. Cela concerne votre témoignage dans le procès Parks. Vous n'avez pas bientôt fini de venir me poser des questions pour un truc qui s'est passé il y a très longtemps? Je n'ai rien à ajouter à ma déposition. Maintenant, excusez-moi, je dois aller voir mon commandant. Nous nous reverrons à l'audience demain matin. D'accord. Mesdames et messieurs, la Cour, présidée par l'honorable juge Daniels. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour, messieurs. Affaire Kevin Parks. Vous êtes prêts, messieurs? L'accusation? Oui, votre honneur. La défense? Mais oui, votre honneur. Monsieur Reston, faites entrer votre premier témoin. J'appelle à la barre le sergent Clifford Redden. Sergent Redden, lorsque vous avez enquêté sur la mort de Lester McCarren, avez-vous trouvé quelque chose de probant sur les lieux du crime? Oui, un morceau de fil accroché à un clou sur le montant de l'issue de secours du restaurant. Est-ce bien à ce morceau de fil que vous faites allusion? Oui, c'est bien ça. Notez au primitif que le sergent Redden a formellement reconnu la pièce à conviction numéro 12. Avez-vous découvert d'où provenait ce morceau de fil? Il correspond au tissu d'une veste trouvée sur le siège avant de la voiture dans laquelle l'accusé Kevin Parks a été arrêté. Serait-ce cette veste la pièce à conviction numéro 14 qui a été trouvée dans cette voiture? C'est cela même. Voici la pièce à conviction numéro 15. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est un revolver de calibre 38 qu'on a également trouvé dans la voiture de l'accusé lors de son arrestation. Il nous a bien été stipulé par la défense que la pièce à conviction numéro 15 n'appartenait pas à l'accusé. Néanmoins, la police a pu démontrer que les empreintes de l'accusé ont été relevées sur ce revolver. Sergent, le test à la paraffine a-t-il été effectué? Oui, le test à la paraffine a bien été effectué par le labo et il en résulte que l'accusé a bien tiré avec cette arme. Merci, sergent Redden. Pas d'autres questions, maître. Merci, monsieur Reston. Maître Mason? Sergent, est-il exact qu'aucune empreinte du colonel Parks ne fut trouvée sur le lieu du crime? C'est exact, maître Mason. Il n'y en avait pas sur la fameuse porte, ni même sur le montant de la porte en question, ni sur le loquet de cette porte, ni sur la poignée de cette porte. En fait, nulle part. C'est tout à fait exact, maître Mason. Donc il est possible qu'une autre personne, disons un inconnu, ait pu placer ce revolver dans la main du colonel tandis qu'il était inconscient, et ainsi lui ait fait tirer une balle en lui pressant les doigts dans le but d'égarer la justice. Objection. Nous nous basons sur des faits et preuves et non des spéculations. Accepté. Sergent, vous avez l'expérience de ce genre d'enquête, hein? Vous ne trouvez pas ça curieux, cette absence d'empreinte sur le lieu du crime? Maître Mason, le suspect aurait pu les effacer. Et par ailleurs, nous avons trouvé ce morceau de fil. Ah oui, j'oubliais. Avec l'indulgence de la Cour, la défense souhaiterait se livrer à une brève démonstration. Quel genre de démonstration, maître Mason? Une démonstration qui a trait à ce morceau de fil dont le sergent vient de nous parler. La Cour y consent, maître Mason. Pas d'objection. Monsieur Reston?
Pas d'objection, votre honneur. Sergent, cette porte a été enregistrée au greffe en tant que pièce à conviction. Ceci pour information. Voulez-vous l'examiner et nous dire si vous la reconnaissez? Je la reconnais, maître Mason. Il s'agit bien de la porte de l'issue de secours du restaurant. C'est bien elle, maître. Enfin, si c'est bien la vraie. C'est elle, sergent. J'espère que vous apprécierez tout le mal que nous nous sommes donné pour apporter cette porte dans ce tribunal. Maintenant, sergent, si nous parlions du clou. Le clou où était accroché le morceau de fil. Est-ce bien le même clou? A-t-il été décellé ou bien déplacé? Non, maître Mason, il est à la même place. Vous en êtes sûr? Absolument, maître Mason. Merci. Colonel Park, voudriez-vous aller vous placer près du sergent, s'il vous plaît? Colonel, voudriez-vous vous placer plus au centre de la porte? Sergent, voudriez-vous constater que les épaules du colonel se trouvent au moins à une dizaine de centimètres au-dessous de la hauteur de ce clou? Une bonne dizaine, monsieur Mason, c'est juste. Merci, colonel. Autre chose, sergent, asseyez-vous. Bien. Et j'aimerais bien savoir ce qu'il est advenu d'une certaine chaînette. Une chaînette qui fut trouvée sur la dépouille de Lester McCarren. Est-ce la chaînette en question? C'est bien elle, maître Mason. Merci, sergent, je n'ai plus de questions. Et que ceci figure au dossier en tant que pièce à conviction pour identification. Je n'y vois pas d'inconvénient. Maître Raston? Je n'ai plus de questions à lui poser, votre honneur. Le témoin peut disposer. Et votre honneur, la défense aimerait produire un témoin capital qui nous vient de loin. Aussi, je vous prierai de bien vouloir entendre son témoignage, sans plus tarder. Qui est ce témoin, maître Mason? La veuve de la victime, votre honneur. Denise McCarren. Madame McCarren. De votre place, vous voyez cette chaînette que je tiens en ce moment. J'aimerais savoir si vous la reconnaissez. Oui. Mon mari me l'avait offerte pour notre mariage. Je la porte tout le temps. Vous savez comment elle se trouvait dans la poche de votre mari lorsqu'il est mort? Non, je l'ignore. La veille du jour où il devait venir témoigner, j'ai fait des courses. Et en revenant du marché, on m'a attaqué. Et un homme m'a volé cette chaîne. Où étiez-vous quand votre mari est venu témoigner? J'ai reçu un message comme quoi ma sœur avait été victime d'un terrible accident de voiture. J'ai été à la clinique pour la voir. Comment allait-elle? Elle allait bien. Elle n'avait jamais eu d'accident. Une simple ruse pour vous tenir éloigné de chez vous? Objection, votre honneur. Où donc Maître Mason cherche-t-il à en venir? Maître Mason? La défense tente d'établir la relation qu'il peut y avoir entre les événements et la mort de Monsieur McCarren. Continuez, maître Mason. Madame McCarren, avant que votre mari ne vienne témoigner, a-t-il reçu ou avez-vous reçu tous les deux des menaces? Quelques-unes par téléphone. Des menaces sérieuses. Assez terribles. Mais Lester disait qu'il s'agissait d'une blague. D'un petit plaisantin. Il s'agissait en fait du point de départ d'une sinistre campagne pour terroriser votre mari. Une campagne qui a atteint son point culminant lorsqu'on lui a fait porter cette chaîne en lui suggérant que votre vie serait en danger s'il se laissait aller à trop parler. Monsieur Mason, je ne sais pas... Objection. Cet argument est destiné, il n'y a pas de doute, à influencer le témoin. La Cour retient cette objection. Madame McCarren,
Je suis sûr que la Cour éprouve pour vous une grande sympathie. Je vous remercie d'être venu en ces pénibles circonstances. Je n'ai pas d'autres questions. Pas de questions. J'ai là les rapports sur la base aérienne. C'est bien ce que tu voulais. Et dis-moi plutôt ce que tu m'as apporté à propos des terrains de Sloan. Seulement les rapports sur l'environnement et un relevé topographique que j'ai eu au cadastre du comté. Mais, Perry, ce rapport est censé être fait par un seul ingénieur. Et aucune des pages qu'il y a dans la seconde moitié n'a les mêmes caractères que ceux qui sont dans la première moitié. As-tu parlé à cet ingénieur? Il est parti vivre dans l'Est. Il avait reçu une promesse d'embauche. Dès là, a-t-il obtenu cet emploi? Oui, mais juste après qu'il eut signé ce rapport. Très bien. Je prends ça. Toi, trouve-moi cet ingénieur. Bien, chef. Tu oublies le salut. Oui, passez-moi la police. Je voudrais parler au sergent Redon. Sergent, ici Paul Drake. J'ai repéré Johnson dans un magasin à l'angle de Sheridan et de Colfax. D'accord. Le type à la chemise écossaise, là. Il va falloir le choper à l'intérieur. Il risque de prendre un otage. Il va falloir jouer serré, c'est le seul moyen. Lieutenant Wilkins, il semblerait que dans votre cas, l'armée de l'air soit une tradition familiale. Mon père et mon grand-père y ont fait carrière. Et en tant qu'officier, gentleman, vous êtes tenu par un code plus fort que le serment que vous avez prêté aujourd'hui. Oui, c'est exact. Vous connaissiez bien Amy Beth Sawyer, n'est-ce pas, lieutenant? Non. Comme je l'ai déjà dit au cours du premier procès du colonel, je la connaissais à peine. À peine. Et dites-moi, est-ce que le numéro de téléphone 555 49 27 vous rappelle quelque chose? Je ne crois pas, non. Lieutenant, n'avez-vous pas donné au moins une trentaine de coups de téléphone à mademoiselle Sawyer et ceux du poste qu'il y a dans vos quartiers à la base, durant le mois précédant sa mort? Je ne les ai pas comptés. Lieutenant Wilkins, vous lui avez téléphoné fréquemment et vous étiez très intime, n'est-ce pas? Oui.
Maintenant, lieutenant, quand ordonne-t-on de la dilantine à quelqu'un? Je n'en sais rien. Allons, voyons, lieutenant. Ne me dites pas que vous ne savez pas ce que c'est. Vous prenez régulièrement de la dilantine, n'est-ce pas? Oui. Et vous en prenez pour quelle raison? Pour me soulager en période de crise. Crise d'épilepsie, cela s'entend. Le lieutenant souffre de ce mal depuis sa naissance. Un mal qui pourrait mettre un terme à sa carrière de pilote. C'est bien ça, lieutenant? Oui. De par votre liaison, cela ne pouvait échapper à mademoiselle Sawyer. Elle a découvert votre maladie. C'est bien ça? Oui. Oui, elle voulait que j'en parle à Parks, mais je savais bien qu'il serait obligé de le signaler, alors j'ai essayé de me soigner tout seul. Mademoiselle Sawyer connaissait votre secret. C'était une menace pour votre carrière dans l'aviation. Vous deviez tout faire pour qu'elle garde le silence. C'est bien ça? Non. Je n'aurais jamais pu la tuer. Je l'aimais. Je pense que c'est probablement vrai, lieutenant. Pas d'autres questions. Désirez-vous interroger ce témoin, monsieur Reston? Non, votre honneur, je n'ai pas de questions. Vous pouvez disposer. Paul? J'ai reçu votre message, je pourrais savoir ce qui se passe? On a retrouvé Johnson, il est dans ce magasin. Bon, je vais boire une tasse de café. Continue la surveillance. Okay. Monsieur Drake, je n'ai vu votre bûcheron nulle part. À vrai dire, moi non plus. Sergent, aucun des clients n'a vu un homme qui corresponde à votre description. Écoutez-moi, je vous dis que je l'ai vu entrer. Mais vous aussi, vous l'avez vu, non? Non, moi, j'ai juste cru ce que vous m'avez dit. Sergent, il n'y a plus un pèlerin. Estimez-vous heureux que je ne retienne aucune charge contre vous? Monsieur Drake? Le capitaine O'Malley a appelé. Elle demande que vous la rejoigniez tout de suite au petit café pour déjeuner. Elle a dit qu'elle savait qui était Monsieur Johnson. Ah, oui, merci mille fois. Non, je ne vous ai pas appelé. Je viens de rentrer. Oui, c'est bien ce que je pensais. Il s'agissait d'un piège. Vous feriez mieux d'appeler le sergent Redon. Non, je crois que j'ai crié au loup beaucoup trop de fois pour qu'il me prenne au sérieux. Vous ne pouvez pas rester comme ça. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Je vais lui téléphoner, Paul. Vous, il vous croira peut-être. À plus tard. La défense est-elle prête à appeler son premier témoin? Si t'étais avec joie, votre honneur, mais je me vois tenu de vous demander une courte interruption car notre témoin n'est pas encore arrivé. Eh, si c'est Chester Lackbury que vous attendez, il n'y a pas à s'en faire parce que il est là devant vous. Votre honneur, la défense appelle Chester Lackbury. Monsieur Lackbury, avant de partir pour un autre État, vous étiez l'ingénieur chargé d'examiner les terrains avant qu'ils ne soient cédés ou vendus. C'est bien ça? Ah oui, c'est ça. 29 ans et je me suis jamais fait porter pâle. Et pourquoi, après 29 ans, avez-vous décidé de quitter votre place? Bah, il y a un type qui est venu m'offrir une meilleure place, voilà pourquoi. À Albany, New York. Et pour un salaire double par-dessus le marché.
Et cela ne vous a pas surpris, monsieur, que l'on vous offre une autre place avec une augmentation substantielle de salaire dans une ville comme Albany? Ah oui, je l'avoue. Ça m'a un peu turlupiné. Et vous vous souvenez sur quoi vous travailliez quand, comment dire, la bonne fortune est venue frapper à votre porte? Ah oui, attendez que je réfléchisse. Je préparais un rapport sur le terrain Milburn. Oui, à propos d'un marché conclu à l'amiable avec la base militaire aérienne. C'est bien ça, je me trompe pas, hein? Monsieur Lagbury, et voilà la pièce à conviction dite F. Vous la reconnaissez? Oh merde. Ça, j'ai plus la vue que j'avais à 20 ans. Je commence à devenir miro, moi. Maître Mason. Ah, merci bien, mon vieux. Est-ce là le rapport que vous avez soumis à l'armée? Bien... oui. Et non. Qu'entendez-vous par oui et non? La première partie, c'est oui. Je l'ai tapé moi-même sur ma vieille portable. Et la seconde partie? Tout ce que je sais, c'est que j'ai pas tapé ça. Vous en êtes certain, et pourquoi? Parce que c'est un tissu de mensonge, ce truc-là. Il est dit que ce terrain est tout à fait constructible. Et vous pensez qu'il est inconstructible? Bien sûr que oui. Avec tous les produits chimiques qu'ils ont déversés dans le sol, la terre est devenue insalubre à cet endroit. Ce terrain-là, c'est une vraie fosse à purin. On pourra rien y construire, ni maintenant, ni jamais. Je vous remercie, monsieur. Merci. Merci, votre honneur. Maître Mason. Et pas d'autres questions. Monsieur Reston. Je n'ai pas de questions, votre honneur. Et je pourrais même ajouter que je ne vois aucune objection à ce qu'il y ait d'autres témoignages de ce genre. La défense appelle monsieur James Sloan.
personnellement négocié les termes du contrat entre votre compagnie et l'armée concernant la construction du centre Milburn. Oui, c'est exact. Vous avez obtenu le droit d'exploiter 50 acres que le gouvernement possédait au nord de la ville, simplement en échangeant 300 acres d'un terrain qui appartenait à votre famille. Oui. Un terrain dont M. Lackberry vient de dire, il y a quelques minutes, qu'il était une vraie fosse à purin. Je n'ai jamais vu ce rapport de ma vie, jamais. Jamais vu? Jamais vu, Monsieur Sloan. Et ce, malgré le fait que le projet du centre Milburn représente un gros investissement pour votre compagnie, un projet qui, s'il échouait, vous conduirait sûrement à mettre la clé sous la porte. Alicia, Madame Sloan et son frère, Alice Milburn, s'occupent de la paperasse. Et Amy Beth Sawyer, était-ce pas son travail que d'avoir accès à toutes les transactions de la compagnie? Cela faisait partie de ses responsabilités. Donc, elle aurait pu avoir accès au rapport de M. Lackberry décrivant les conditions géophysiques du terrain sur lequel était bâtie l'ancienne manufacture. Très certainement. Vous saviez également que si les officiers de l'armée de l'air apprenaient l'existence de problèmes quant au terrain, ils annuleraient le marché sur le champ. Objection, il incite le témoin à spéculer. Je retire ma question. Et à l'époque du meurtre, Mademoiselle Sawyer habitait dans le studio qui appartenait à votre compagnie, n'est-ce pas? Oui. Un studio dont vous possédiez la clé. Bien sûr, j'avais la clé, mais ça ne veut pas dire... Monsieur Sloan, si Mademoiselle Sawyer avait parlé au colonel Parks de ce rapport, vous auriez été ruiné. Vous aviez un mobile, les moyens et l'opportunité. Je n'ai pas tué Amy Beth. Pourquoi devrions-nous vous croire? Parce que je l'aimais. Je ne l'ai pas tué. Je l'aimais comme un fou. Pas d'autres questions. Votre honneur, puis-je m'entretenir un instant avec Monsieur Drake? Je vous en prie. Et Monsieur Reston. Votre honneur, à la requête de la défense, je procéderai à l'interrogatoire de ce témoin un peu plus tard, afin qu'il puisse poursuivre. Vous pouvez disposer, Monsieur Sloan. J'appelle maintenant Alicia Sloan à la barre. Le capital de la société de votre mari provenait en fait du produit des terres et de l'argent que vous avez hérité de votre père. Est-ce bien exact, Madame Sloan? Oui. Et votre mari n'a pas eu beaucoup de succès en gérant cet argent, n'est-ce pas? Ce n'est pas sa faute. Il a essayé. Mais parfois, les choses ne vont jamais comme on les souhaite. Et le centre Milburn représentait votre dernière chance à tous deux de pouvoir reconstituer votre héritage, n'est-ce pas? La manufacture était tout et tout ce qui nous restait. Mais vous et votre épouse saviez que le terrain sur lequel elle se trouvait était plein de déchets toxiques. Depuis, il a coulé de l'eau sous les ponts. Alors vous vous êtes arrangé pour que Chester Lackberry se voie offrir une place en or loin de votre ville, et vous vous êtes arrangé pour falsifier le rapport qu'il avait effectué. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et les caractères des lettres figurant sur la moitié du rapport de M. Lackberry correspondent à ceux de votre propre machine. Il doit y avoir des milliers de machines du même modèle. Et n'importe qui aurait pu se servir de la mienne. Qui, Madame Sloan? Pourquoi? Qui d'autre avait autant de choses à perdre? Ça, je l'ignore. Peut-être que c'est Amy Beth, la responsable. Amy Beth.
Voyons, Madame Sloan, elle n'avait rien à gagner, tout à perdre, en falsifiant ce rapport. Bien. Au cours du premier procès, vous avez dit que vous aviez pris des appels téléphoniques pour elle de la part du colonel Parks, notamment le jour du meurtre. En fait, vous vous étiez tout bonnement branché sur la ligne pour écouter leur conversation. Je l'ai entendu lui dire qu'elle avait un petit problème dont elle ne voulait pas discuter au téléphone. Cela figure dans ma disposition. Oui, d'ailleurs, elle est là. Ensuite, vous avez entendu qu'ils étaient convenus de se voir à son appartement ce soir-là. Oui. Et vous avez conclu que le problème qui la tracassait avait quelque chose à voir avec le rapport que vous aviez délibérément changé. Je ne m'en souviens pas du tout. N'est-il pas vrai que pour protéger ce qu'il vous restait de l'héritage de votre père, vous vous êtes arrangé pour assassiner Amy Beth Sawyer et pour faire endosser le meurtre au colonel Parks? Non, c'est totalement faux. Qui est Frank Johnson, Madame Sloan? Je l'ignore. Donc, ça vous est égal de savoir qu'il y a environ une demi-heure de ça, l'homme qui se fait appeler Frank Johnson a eu un grave accident, ce qui l'a conduit à l'hôpital. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il est... Mort. Vous voulez savoir si votre frère, Ellis Milburn, est mort? Je vous en prie, est-ce que Ellis va bien? Son état est plutôt alarmant. Mais les docteurs pensent qu'il a des chances de s'en sortir. Donc, Madame Sloan, c'était votre frère qui, sous le déguisement de Frank Johnson, a poignardé Amy Beth Sawyer, n'est-ce pas? C'était votre frère qui a tué Lester McCarren, n'est-ce pas? C'était votre frère qui a impliqué le colonel Parks, n'est-ce pas? C'était le seul moyen. Notre père a travaillé si dur. Il nous a légué beaucoup. Et James est arrivé. Il a tout perdu. Sauf cet infâme bourbier qui longeait la manufacture. C'est Ellis qui en a eu l'idée. James ne devait absolument pas être mis au courant. Mais Bibette a tout découvert. Elle en savait trop. C'était la seule solution. Ellis s'en prenait à James et puis aussi à moi. Alors je lui ai dit oui. Mais c'était son idée. Et votre honneur, je demande à ce que soient abandonnées toutes les charges retenues contre mon client. Je demande également à ce que son premier procès soit révisé, de sorte que mon client puisse obtenir une réhabilitation publique. L'accusation est d'accord. C'est noté. Huissier, veuillez s'il vous plaît emmener Madame Sloan sous bonne garde. La cour se retire. Comme ça, tous nos problèmes sont résolus. Le colonel Parks reprend du service. Je vais lui donner une leçon pour le réhabituer. Venez, Kevin. Je suis pas doué pour les discours, mais j'aimerais vous dire que... Il vous remercie. Et moi aussi, plus que vous ne pouvez le croire. Merci à tous. Merci de tout cœur. Bonne chance. Je lui dois, moi, d'avoir fait la connaissance du capitaine. Et un tour en hélicoptère.
Si vous voulez, un jour, je vous ferai voler sur un gros. Le petit modèle va suffire. Très bien. Olivia et moi, nous avons un avion à prendre. Si j'ai bien compris, vous ne venez pas avec nous. À vrai dire, Terry m'a proposé de me raccompagner. Ah, c'est un long voyage. Oui, je ne te le fais pas dire. Alors ne comptez pas sur moi avant quelques jours. Au revoir. Tu sais, Perry, c'est pas bête du tout. Si on louait une voiture pour rentrer à la maison, je pourrais conduire si tu n'as pas peur que je te perde en route. J'ai une bien meilleure idée. Tu préférerais peut-être prendre le train? Non. Non, je pense plutôt à ce... Tu quoi?